Je me mets en piste. Positionner. Non, je suis pas bien placée là. Voilà, on voit mon tableau quand même. Ouh, c'est la fête. Ceci est ma vidéo post-laryngite. Je peux enfin revenir montrer ma petite bouille sur YouTube après avoir été toussante et crachotante pendant à peu près 15 jours. Aujourd'hui, grosse vidéo parce que grosse activité au mois de juin. On commence tout de suite avec de la musique. Ce mois-ci, j'ai écouté l'album de Johnny Hallyday, De l'amour. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Bon, moi perso, je ne suis pas une fan inconditionnelle de Johnny. C'est pas ce que j'écoute tous les jours. De temps en temps, je ne le dis pas, c'est sympathique. Mais il faut avouer que le bonhomme, il a quand même sacrément la banane. Il a plus de 70 piges et il a une voix, il n'y a rien à dire quoi. La voix, elle est super dynamique, elle envoie toute la purée qu'il faut, c'est génial. Putain, c'est quoi qui pue comme ça là? Oh la vache! Putain, c'est ce con d'évier là qui... Oh! Putain, et ça schlingue là, mais sérieux, il m'a pété au nez l'évier là. Oh! Je veux mourir. Ouais, le papy Johnny, il a plus de 70 piges, mais il a une voix qui continue de te transmettre une énergie folle. Enfin, c'est la classe, quoi. C'est Johnny. En plus, il est avec des musiciens qui sont de sacrés bons musiciens. L'album tient bien la route. C'est un retour aux sources américaines au niveau musical. Donc, il y a du vieux rock, il y a du blues, il y a de la folk, de la country, des ballades. On est vraiment dans une espèce d'hommage à tout ce qui fait la musique américaine. Franchement, l'écoute est super agréable. Rien à dire. Ensuite, les sorties culturelles. Il y en a eu plein. D'abord, j'ai été voir le spectacle Métamorphose. C'est un spectacle équestre au château de Chantilly, qui met donc, comme son nom l'indique, en scène des chevaux. Il y a toute une suite de tableaux qui se succèdent. Et donc on voit les... Alors, c'est pas qu'on voit vraiment les chevaux se métamorphoser, mais c'est que tout ça baigne dans une ambiance un peu onirique. Et ça retrace différentes époques. On voit des Indiens, on voit des Romains, on voit des jeunes femmes qui représentent des fées, des ondines. Elles-mêmes ont des costumes qui rappellent les animaux, les pans, enfin des choses comme ça. C'est assez poétique, c'est bien fichu. Ça dure à peu près 1 heure. Il y a de très belles lumières. Ça donne de fort jolis tableaux, ma foi. Ma seule réserve, c'est que j'ai pas pu m'empêcher en regardant ce spectacle de me demander si les chevaux, eux, vraiment, y prenaient leurs pieds. Autant quand toi, t'es le gars qui regarde le spectacle, évidemment, tu trouves ça magnifique et tu ne peux qu'admirer le travail qu'ils ont fait avec les chevaux pour arriver à leur faire faire tout ce qu'ils leur font faire, des révérences comme ci, des petits trot comme ça, des limites des petites danses, enfin tu vois. Mais par contre, le cheval, lui, est-ce qu'il est super content d'être là, d'avoir à faire les révérences, les petits trot, les trucs? Bon, voilà, c'est une question qui m'a poursuivie pendant toute la durée du spectacle. Et du coup, j'ai pas été emballée à 100% comme je l'aurais été si je m'étais pas posé cette question. Ensuite, puisque nous parlons donc de Chantilly, j'ai également visité le château de Chantilly, qui, je dois le dire, est absolument magnifique. Donc non seulement c'est une superbe construction et le château en tant que tel, ainsi que ses jardins, c'est très 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 beau, ça vaut la visite, ça vaut le déplacement. Mais en outre, à l'intérieur du château, il y a une collection d'œuvres d'art absolument sublime. C'est foisonnant, c'est luxuriant, il y en a, enfin c'est très 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 beau. Tu comprends d'ailleurs pourquoi le prix de l'entrée est assez onéreux quand tu vois tout ce qu'ils ont à l'intérieur, comme sculpture, comme tableau, enfin, ils ont, enfin, vraiment c'est prodigieux, c'est super magnifique. Si tu as l'occasion, je te recommande chaudement, très chaudement. En plus, il est extrêmement bien entretenu, donc tout est superbement refait. Enfin, toutes les dorures brillent magnifiquement. Il n'est pas du tout en décrépitude, le château, il est magnifiquement entretenu, ça vaut vachement, vachement la peine. Par ailleurs, dans les châteaux, j'ai également visité le château de Pierrefonds, qui se trouve en région parisienne. Alors là, on n'est pas du tout dans la même ambiance qu'à Chantilly, on est dans un château qui fait très Moyen-Âge, hein, c'est un château fort. Donc il y a une certaine austérité dans l'architecture du château. Il est très haut, très majestueux, très imposant. À l'intérieur, il n'y a pas
grand chose à voir, on en fait assez vite le tour, mais vraiment ça vaut le déplacement. D'abord parce que le petit village, enfin la petite bourgade de Pierrefonds est ma foi fort ravissante, et puis ensuite parce que ce château est quand même, comme je te l'ai dit, très imposant. Donc c'est des paysans et ça vaut la visite. En plus là, lui pour le coup, l'entrée n'est pas chère du tout. Donc ça vaut la peine de se déplacer. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre fait? J'ai visité le musée des poupées à Paris. Ça se trouve dans le quartier de Beaubourg. C'est un tout petit musée dans une toute petite impasse pavée. C'est très charmant comme endroit, c'est mignon comme tout. Ce que moi j'ai vu se diviser en deux parties. Il y avait une partie qui était sans doute ceux qui forment la collection permanente de poupées. Donc là, tu as des baigneurs, tu as des poupées très vintage, hein, c'est très old school comme ambiance. Et ça, ça m'a pas trop emballé parce que je trouve que les pièces qui sont présentées, limite, elles font peur, quoi. Tu les verrais bien dans un petit film d'horreur, tu sais, les poupées démoniaques aux yeux qui s'ouvrent, qui vont venir te bouffer la carotide. Bon, c'est un peu flippant. Et puis ensuite, il y avait une seconde partie où là, il y avait des poupées, genre poupées Mattel, tu vois, poupées Barbie, qui était consacrée au cinoche. Donc il y avait la poupée de Scarlett O'Hara, de Liz Taylor en Cléopâtre, du Magicien d'Oz, de Mary Poppins, de Barbara Streisand, de Johnny Depp dans Alice au Pays des Merveilles. Et alors là, cette partie-là de l'exposition, je ne sais pas si c'est une exposition temporaire ou si ça va rester à l'intérieur du musée, mais ça c'est vachement bien. C'est très sympa, les poupées sont ravissantes et puis il y a une petite mise en scène qui est faite. Enfin, ça a de la saveur, ça vaut la visite. Si tu vas que pour les premières poupées, voilà. Et si tu vas pour la seconde partie, pour les trucs de cinéma, là c'est plus sympa. Le seul petit bémol, c'est que j'ai trouvé que le personnel sur place n'était pas hyper aimable. Je suis un peu pointilleuse sur ce genre de trucs. Ah, je le tousse quand même encore un peu. Au cinéma, j'ai été voir 2 films. D'abord Folle de joie de Paolo Virzi avec Valeria Bruni Tedeschi. Ça raconte l'histoire de 2 femmes qui sont placées dans un institut pour personnes un peu qui sont pas complètement toutes seules dans leur tête, tu vois, pour des femmes en Italie. Et donc il y a Bruni Tedeschi qui joue le rôle d'une nanette un peu folle, enfin pas vraiment folle, mais elle est un peu dans une espèce de paranoïa, de persécution, elle est un petit peu prise de crise d'hystérie de temps en temps. Et puis il y a un autre personnage, et cette femme-là, elle est complètement obsédée par le besoin de retrouver son fils. Et donc tout du long, ce qu'elle veut, c'est retrouver son fils qui lui a été retiré parce qu'elle avait des petits problèmes d'addiction. Donc on lui a retiré son gamin qu'on a placé dans une famille d'accueil. Et donc elle, ce qu'elle veut, c'est retrouver son gamin. Et ces 2 femmes-là se retrouvent dans cet institut et une amitié complètement improbable va naître entre ces 2 femmes. Et à un moment, elles décident de s'offrir une parenthèse, pas forcément enchantée, mais enfin elles s'enfuient de l'institut et elles partent en vadrouille à la recherche du gamin de celle qui cherche son gosse, quoi. Alors c'est un film super intéressant, pas forcément très gai, parce qu'on est quand même dans des travers psychologiques assez importants, mais c'est un très beau film, très bien réalisé, il y a une lumière très chaude, très italienne, enfin qui retranscrit complètement la chaleur de ces pays du Sud, tu vois, une lumière assez ocre, on est très près des peaux, on voit vraiment le grain de peau des actrices. J'ai jamais vu Valeria Bruni Tedeschi aussi émouvante, aussi intense dans son jeu que dans ce film-là. Donc c'est vraiment une œuvre intéressante, marquante, profonde, authentique, avec un vrai beau jeu de comédienne. Enfin, ça vaut le visionnage. Et puis, j'ai vu Alice de l'autre côté du miroir, qui est donc la suite du Alice au Pays des Merveilles de, je crois que c'était 2010, de Tim Burton. Donc là, c'est pas Tim Burton qui réalise, mais c'est lui qui produit, donc on est de toute façon dans l'univers qu'il avait posé dans son Alice d'il y a quelques années. L'histoire, c'est que Alice est rappelée au Pays des Merveilles pour sauver la famille du Chapelier Fou, qui est un peu des bidons. Et donc à cette occasion, elle va rencontrer le maître du temps, et elle va devoir justement voyager dans le temps pour essayer de sauver la famille du Chapelier.
Et à cette occasion, elle va apprendre des tas de leçons, elle va comprendre des tas de choses qui vont l'aider aussi dans sa vie réelle à elle. Je sais pas pourquoi, mais j'y allais très à reculons, j'avais peur d'être très déçue, j'avais été absolument emballée par le Alice de Tim Burton, j'avais beaucoup aimé et je sentais pas cette suite, je sais pas, je la sentais pas, j'avais l'impression qu'on allait me resservir des trucs un peu tiédasses, que ça allait être mauvais comme tout. Franchement non, c'est très honorable. Au niveau esthétique et visuel, ça tient pas mal la route, c'est bien fichu. On explore toujours un peu les mêmes thématiques, rien n'est impossible, quelle est la place des femmes, il faut profiter de l'instant présent, il faut profiter des gens qu'on aime, il faut être capable de leur exprimer qu'on les aime. Tout ça, ces sillons qui avaient commencé de se tracer dans le premier Alice continuent d'être explorés dans le second. Il y a des très belles scènes, il y a pas mal d'émotions. Alors évidemment, toute la pléiade d'acteurs qu'il y a là, Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Sacha Baron Cohen, tout ce monde-là cabotine à mort, hein, ils en font tous des caisses et des caisses et des caisses. Mais enfin, en même temps, le sujet s'y prête, et puis les personnages qu'ils interprètent aussi leur permettent tu vois, de surjouer un peu à mort, de grimacer, d'en faire 10 fois trop. Mais ça passe assez bien, franchement, c'est pas déplaisant. Donc je te dis, l'ensemble tient bien la route. Moi, ma seule petite déception, mais là c'est quelque chose de tout à fait subjectif, tu vois, de tout à fait personnel, c'est que pour ma part, j'aurais voulu que ça se resserre autour d'Alice et du Chapelier Fou. Moi, ce que j'avais aimé dans le premier, c'était justement ce lien très fort qu'on sentait entre eux, qui n'était pas vraiment amoureux, mais qui était en même temps plus qu'amical, qui était très fusionnel. Et j'aurais aimé qu'on explore ça d'une façon plus resserré, quoi, plus resserré autour de ces deux personnages. Alors évidemment, on les voit ensemble, on comprend qu'ils tiennent l'un à l'autre, qu'ils sont très amis, mais j'aurais aimé quelque chose d'encore plus tight, tu vois. Bon, enfin ça c'est un tout petit bémol, ça n'empêche pas que le film est bien fichu, c'est cool, on se fout pas de ta gueule. Au niveau des livres, j'ai pas eu le temps de beaucoup lire ce mois-ci, parce que j'étais prise sur pas mal d'autres trucs, donc j'ai pas lu énormément. J'ai lu ça, 50 exercices de chamanisme aux éditions Erol. C'est un petit livre à la fois de développement personnel, de vie pratique, de bien-être, un peu tout ça en même temps. Donc comme son nom l'indique, ce livre te délivre 50 exercices. Je ne sais pas si c'est du vrai chamanisme, parce que j'imagine que le vrai chamanisme, ça doit être des trucs un peu plus hard quand même. Là, on reste dans des choses très abordables, très en surface. Mais enfin, c'est super intéressant. Ça te permet de te connecter à la nature, d'apprendre des rites de tribus indigènes, etc. Disons que c'est une première approche, que c'est très facile à reproduire. Donc ça te permet, toi, de mettre en place une pratique un peu spirituel, un peu tourné vers la nature. C'est très sympa comme livre, c'est vraiment une première approche à la fois ludique et pratique, je recommande. Ensuite j'ai lu ça, La Dame à la licorne, c'est une BD aux éditions Futuropolis. Donc à la base, La Dame à la licorne, c'est une tapisserie qui se trouve au musée du Moyen-Âge à Paris. Et donc là, on a demandé à des étudiants de se laisser inspirer par cette tapisserie et de produire 2 ou 3 planches de bande dessinée. Et toutes ces planches ont été mises les unes avec les autres, et donc ça forme le recueil que voici. C'est un cadeau qui m'a été offert par une amie, c'est comme ça que j'ai découvert cette BD, et c'est très chouette. Franchement, c'est très chouette. Je trouve que les étudiants ont fait preuve d'une originalité, d'une créativité super intéressante. Ils se sont vraiment réappropriés cette tapisserie. Et le résultat vaut franchement la peine, parce que il y a plein de styles différents. Chacun des étudiants propose sa vision du truc, et donc ça laisse transparaître son univers créatif. Et c'est une super idée. J'adore. Ah non, genre pas la perceuse, quoi. Ah non, mais pas la perceuse. Non, pas la perceuse quand j'ai une vidéo à faire, s'il te plaît. Oh non. Ensuite, j'ai lu ça, Les échelles du Levant, d'Amin Malouf. Alors, ce qui est drôle, c'est que c'est la même amie qui m'a offert La Dame à la licorne, qui m'avait également offert ce livre il y a 2 ou 3 ans. Et je sais pas pourquoi, j'avais dû le foutre sur la pile des livres à lire, et je l'ai oublié là. Et en fait, voilà, ce mois-ci, tout d'un coup, j'ai retrouvé ce livre, je me suis dit, mais bon sang, je ne l'ai même pas lu. Et donc voilà, j'ai réparé cette lacune et j'ai lu ce livre. Et je comprends pourquoi elle me l'a offert, parce que c'est un livre super intéressant, très très bien écrit.
L'histoire, c'est en fait deux hommes qui se rencontrent et il y en a un, le plus âgé, qui va raconter sa vie à l'autre. Et ce personnage qui s'appelle Ossian, qui va donc raconter son parcours, il est d'origine turque au départ, mais pas seulement, enfin il mixe plusieurs origines dans sa parenté. Et en fait, il a une destinée tout à fait particulière. Il va se retrouver pendant la Seconde Guerre mondiale à faire de la résistance. Ensuite, il va rentrer en Turquie, il va rencontrer un grand amour, etc. Enfin, il y a beaucoup d'épisodes, d'événements, etc. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Moi, ce qui m'a beaucoup, beaucoup plu dans ce livre, c'est que l'auteur fait une analyse à la fois très pertinente et en même temps pas du tout. Enfin, ça reste très en filigrane, c'est très subtil, c'est très bien fait. Il pose une analyse du conflit israélo-arabe et je pense qu'il a tout compris. Enfin, Enfin voilà, pour moi, il y a tout là-dedans, il y a tout ce qui fait que les juifs et les arabes, au lieu de se foutre sur la gueule sans cesse, devraient être vraiment des frères, parce que dans leur culture et dans leurs idéaux et dans tout ça, ils auraient tout pour être proches les uns des autres. Le seul bémol que moi j'ai à dire au sujet enfin le seul bémol que moi j'ai à émettre au sujet de ce livre, c'est que je ne sais pas pourquoi, en plein milieu, tout d'un coup, l'auteur foudroie son héros, il le fait devenir dingue. Et donc, mais je vois pas tellement de déclencheur. C'est que tout d'un coup, le mec, pof, il bascule et il devient fou. Mais je n'ai pas vu véritablement dans le livre quelque chose qui m'explique pourquoi, pof, le mec, tu vois, il pète un câble. Et donc voilà. Et alors à partir de ce moment-là, on le fout dans une maison pour les timbrer. Et puis, à partir de là, je trouve que le récit se traîne. Enfin, je trouve hyper dommage d'avoir foudroyé comme ça son héros, qui jusque-là était un héros quand même dynamique, charismatique et tout. Et là, pouf, il en fait une larve qui est posée dans un asile psychiatrique. Et ça, j'ai trouvé que c'était très dommage. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, j'ai un peu décroché du truc. J'ai été moins emballée. Mais c'est un livre très intéressant qui vaut la peine d'être lu. J'ai aussi lu ça, Journal d'un génie de Salvador Dali. Ah, c'est un livre étonnant, tout est dans le titre. C'est donc le journal tenu par Salvador Dali lui-même pendant plusieurs années, et donc au travers de ce journal, il t'explique tout ce qu'il fait, tout ce qu'il crée, tout ce qu'il peint, et il t'explique aussi à quel point c'est un bonheur d'être Salvador Dali, à quel point il ne comprend absolument pas comment on peut être quelqu'un d'autre que Salvador Dali, et puis à quel point il est complètement rempli de génie dans chacun de ses atomes, dans chacune de ses cellules, et jusque dans ses étrons. Enfin, là, je ne plaisante absolument pas. Hein. Dali est très fier de ses productions excrémentielles. Ça a l'air de le passionner énormément. Enfin, c'est une incursion étonnante dans l'univers et dans l'esprit du peintre. Ça ne manque pas d'intérêt véritablement parce que c'est écrit dans une langue très imagée. On est vraiment à l'intérieur de sa tête, donc on est vraiment à l'intérieur de ses processus créatifs. Maintenant, c'est complètement mégalomane, c'est complètement surgonflé d'égocentrisme, enfin voilà, d'autocontentement, mais ça dégouline de tout ça. Je pense que ça, c'est un super manuel, tu vois. Si tu manques de confiance en toi, tu lis Journal d'un génie de Dali et tu appliques tout ce qu'il dit. C'est-à-dire que tu penses que ça vaut pour toi aussi et c'est un super coach en confiance en soi, no problemo. Voilà. De temps en temps, du coup, ça devient un peu chiant parce qu'il est tellement content d'être lui-même que bon... Voilà, mais c'est une lecture, disons, pittoresque. Voilà, c'est une expérience à tenter. J'ai aussi décidé qu'à partir de maintenant, dans mes reviews culturelles, j'allais inclure les tarots. Parce que si tu suis un peu ce que je fais sur Facebook ou sur mon blog, tu as dû voir que je suis non seulement une très grande amatrice de tarot, mais aussi une collectionneuse de tarot. J'ai à peu près 300 jeux en ma possession. Et en outre, depuis quelques mois, je suis aussi une créatrice de tarot, puisque j'ai 2 jeux qui vont bientôt sortir chez l'éditeur Lo Scarabeo. Donc je me suis dit que ça me paraissait absolument logique que dorénavant, je te parle aussi des jeux que je me procure et qu'est-ce que j'en pense et comment je les trouve, etc. Enfin, que ça s'inclut aussi à la review culturelle. Donc ce mois-ci,
J'ai acheté 3 tarots. D'abord, il y a l'Epic Tarot, qui justement est sorti chez Lo Scarabeo, donc mon futur éditeur. Donc c'est un tarot qui met en scène un monde un peu fantasy, pas trop dark, mais un monde de fantasy, et donc ça te permet de voir le cheminement de l'être humain, comment est-ce qu'il se développe, qu'est-ce qu'il a à franchir, etc. Il y a un très joli graphisme. Donc je te présente les cartes que j'aime le plus dans le jeu. Il y a d'abord la carte des amants, ensuite il y a la carte de la lune, et puis la carte du pendu, qui est vraiment une carte absolument magnifique de pendu. Je la trouve super originale et super belle. Alors évidemment, il faut s'y connaître un peu en tarot pour savoir quelle est la signification des cartes, mais même si on s'y connaît pas, de toute façon, le jeu est accompagné d'un petit livret multilingue. Voilà, donc ça c'était le premier jeu que j'ai eu ce mois-ci. Ensuite, j'ai acheté celui-là, Loving Words from Jesus, de Doreen Virtue. Il faut savoir que Doreen Virtue est une figure absolument incontournable du monde des jeux divinatoires. C'est une nana qui a sorti des tas et des tas de jeux, et elle fait vraiment figure de référence en la matière. Elle est très spirituelle, tournée vers les anges, la religion, Jésus, tout ça. La preuve, ce jeu-là. Moi, je l'ai acheté plus par curiosité qu'autre chose. Il n'y a pas de livre explicatif là pour le coup. En fait, chacune des cartes vient comme ça, et puis tu as un petit message dessous qui t'indique un peu ce que veut dire la carte. J'ai pas été super convaincue par le jeu. Effectivement, il y a des très belles illustrations, il y en a d'autres que je trouve un peu... je sais pas, un peu too much dans le genre dégoulinement chrétien. Voilà, enfin bon. Il y en a qui sont belles quand même. Voilà, je suis pas persuadée que je vais m'en servir énormément de ce jeu-là. Mais bon, encore une fois, moi, Jésus ne me parle pas tellement. Donc si toi, tu es fan de Doreen Virtue ou de Jésus ou des deux, ce jeu peut être très intéressant pour toi. Enfin, je me suis procuré celui-là, The Fairy Forest, par Lucy Cavendish. Et Lucy Cavendish, au même titre que Doreen Virtue, c'est aussi une figure incontournable des jeux divinatoires. J'ai vu ce jeu-là sur internet, donc là on est dans il y a un petit coffret, tu vois, il y a un petit livret, pas mal fichu, assez conséquent, tout ça c'est en anglais hein, par contre. Et j'avais vu les cartes sur internet et ça m'avait super emballé. Donc je me suis procuré le jeu, et voilà, je te montre ma carte préférée, tu vois. Mais j'ai été un peu déçue, j'ai trouvé que les cartes étaient moins belles que ce à quoi je m'attendais, du coup je suis restée un petit peu sur ma faim. Voilà, attends, je cherche une autre carte, voilà, tiens, je peux te montrer celle-là, elle me fait penser à Blanche-Neige, mais celle-là. Voilà, mais j'y suis restée un petit peu sur ma faim, j'ai pas été aussi enthousiaste que ce à quoi je m'attendais. Voilà, voilà, donc ça c'était pour les tarots. Et maintenant, on en arrive au coup de cœur. Pour le mois de juin, il y en a 2. D'abord, un livre, ça s'appelle Le Sentier de la Beauté, par un auteur qui s'appelle Aigle Bleu. J'ai déjà lu un livre de lui il n'y a pas très longtemps, un truc sur les animaux totems dont je t'avais parlé. Et donc là, j'ai enchaîné avec Le Sentier de la Beauté. J'ai un coup de cœur pour ce livre, parce que dedans, Aigle Bleu te donne sa vision du monde actuel. Pourquoi le monde actuel est comme ça, et pourquoi finalement le monde actuel est en pleine décadence, et pourquoi il court à sa perte. Et pourquoi est-ce que si on en revient aux enseignements qui étaient prodigués par les tribus indigènes, et notamment évidemment les tribus amérindiennes, pourquoi c'est ça qu'il faut absolument faire? Parce qu'on est en train de marcher sur la tête, on est en train de scier la branche sur laquelle on a le cul posé. Et on va finir par se casser la gueule et par méchamment mordre la poussière, tu vois, par la manger à pleine gorgée, la poussière, si on continue comme ça. Et donc ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est qu'il a une vision extrêmement clair de tout ça, enfin, et en plus il te transmet aussi quelques rites amérindiens, il te parle de sa culture, et il te parle de tout ce que sa culture a de profondément ancré dans les vraies lois naturelles du monde dans lequel on vit. Donc je suis emballée par ce bouquin, je pense que tout le monde devrait le lire, ça devrait limite être un livre de salubrité publique, tu vois. Et vraiment, je te le conseille, si tu as l'occasion, lis Le Sentier de la Beauté d'Aigle Bleu. Et mon autre coup de cœur pour le mois de juin, c'est un endroit où j'ai été pas plus tard que ce week-end. C'est le parc des félins, à Luminy-Nel-Ormeau, c'est en région parisienne.
c'est vers après Marne-la-Vallée, là, tu vois, du côté de Disneyland, dans ces coins-là. Et donc j'y suis allée ce week-end, comme tu sais, je m'intéresse pas mal aux félins en ce moment, comme je suis à la recherche de mon animal totem et que jusqu'ici ça me portait vers les félins. Du coup j'ai visité ce parc des félins ce week-end et j'ai été mais plus qu'emballée. J'ai été complètement... tu es dans un autre monde quand tu sors de là, tu as l'impression de sortir d'un safari. Euh, et puis ce que j'ai aimé aussi, tu vois, parce que j'avais un peu les mêmes réserves que pour le truc des chevaux là, de tout à l'heure, c'est-à-dire que je me disais, ok, nous on est super contents, on va voir les animaux, mais les animaux, qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce qu'eux ils sont vraiment bien, tu vois, ils sont quand même en captivité et tout? Alors, évidemment, tu vois, je suis consciente de ça. Maintenant, je me dis, malgré tout, c'est l'opportunité pour qu'on voit ces animaux, parce que, enfin, tu vois, dans la vraie vie, je vois pas bien qu'est-ce qui pourrait faire que je vais rencontrer un tigre, tu vois, au coin d'une rue, ou un puma, ou un guépard, bon. Et c'est vrai que là, on a au moins l'opportunité de pouvoir voir ces animaux sublimes. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que les enclos sont très 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 grands. Les animaux ont l'air en bonne santé. Enfin voilà, et j'ai l'impression qu'ils sont quand même dans des conditions aussi satisfaisantes que possible. Alors j'imagine que c'est moins bien que s'ils pouvaient vraiment courir la savane libre et tu vois, et libre de leur mouvement. Mais malgré tout, là au moins on prend soin d'eux, on est sûr que ça va pas, ils vont pas finir dégommés par des braconnaires à la con. Enfin, tu vois, bon, l'un dans l'autre. En tout cas, moi c'est une visite qui m'a complètement fascinée. J'ai adoré ça, les tigres notamment. Je suis restée complètement hébétée de. Voilà, j'ai suivi les tigres dès qu'ils bougeaient, je les suivais. Voilà, j'étais contre la cage, je suivais les tigres. J'étais mais vraiment mais totalement envoûtée par la beauté de ces animaux. Enfin, alors je sais pas si en vérité je suis félin en animal totem ou pas, mais il est certain qu'il se passe quelque chose entre ces animaux et moi. Voilà, il y a une espèce d'osmose. Et dans le parc, il y a aussi une île des lémuriens, ça c'est assez marrant. Parce que donc tu as un petit endroit où il n'y a que des lémuriens qui se baladent en toute liberté. Et voilà. Et à un moment, je m'étais juste posée sur un petit bout de barrière et il y en a un qui est monté sur mes genoux. C'était assez drôle parce que tu vois, les gars te disent surtout ne touchez pas les lémuriens. Ok, mais alors qu'est-ce qu'on fait si les lémuriens nous touchent? On a le droit de les laisser faire. Et donc il y en a un qui s'était mis sur mes genoux, il était super pas farouche, tu vois, content d'être là. Donc c'était assez fun. Voilà! C'était la longue vidéo pour le mois de juin. Pour la prochaine review culturelle, et ben comme d'habitude, hein, ce sera début août hein, pour tous les trucs que je vais faire au mois de juillet. Sur ce, je t'embrasse, éclate-toi, profite, tous ces trucs et tous ces machins-là, enfin tu vois, comme d'habitude, et je t'embrasse fort. Mouah. Kalinou, non, attention, maman elle a fait toute une construction pour que la caméra le tienne, alors s'il te plaît, fais pas tout tomber. Bébé. Non, chérie, non, c'est pas une idée ça. Non, baby, viens avec maman.